Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Lénéus, et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir Pablo Pardo, un entrepreneur qui faisait des millions en chiffre d'affaires. Il vient nous partager comment son milieu de travail toxique a transformé sa vie. Bienvenue. Bonjour Pablo. Bonjour Edna. Bonjour. Très content d'être ici avec vous. Merci. Tu peux me tutoyer? Oui, je dis goût avec toute l'équipe ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Merci. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci de vouloir partager mon histoire. Avec beaucoup d'humilité, je vais me prêter à l'exercice. Ah, merci. J'apprécie ça. Alors, comme première question, j'aurais pour toi, c'est comment décrirais-tu l'homme d'affaires que tu étais avant d'avoir vécu la dépression? Extravagant. OK. Éloquent. J'étais peut-être une personne qui était plus grande que soi-même. Donc, je jouais un persona qui choquait. J'étais quelqu'un qui choquait, mais dans le bon sens. J'aimais provoquer dans le bon sens, surtout dans le milieu des affaires, où c'est un milieu très compétitif. Mm-hmm. Donc voilà, je dirais que j'étais à 110%, j'étais dans l'excès du travail, excès avec l'argent, excès avec dans tout ce que je faisais. Donc ça allait vite. Et ça allait très vite, au fait. Quand j'ai commencé l'entreprise, on était en bas d'un million de chiffre d'affaires. Quand je suis sorti de tout ça, on était à 5. Donc voilà. En combien de temps, à peu près? En 6 ans. 6 ans. En 6 ans. Donc voilà, le mot, c'était flamboyant. Je dirais qu'avec les clients me connaissaient. J'avais, comme on dit, une grande langue. Donc, j'aimais m'exprimer, j'aimais provoquer, j'aimais choquer, mais toujours pour aller chercher les gens pour qu'ils se rappellent de moi. Oui, pour qu'ils se rappellent de toi, c'est très bien dit. Est-ce que tu peux me dire quel était l'élément déclencheur? Parce que j'imagine que là, si on arrive dans une émission comme celle d'aujourd'hui avec le sujet comme santé mentale, milieu de travail toxique, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur puisque tu me dis que ça semblait tout bien aller? Oui, dans le fond, l'élément déclencheur, pendant 2-3 ans, je me posais pas de questions, ça allait bien. À la limite, c'était même facile. J'étais dans mon milieu, dans mon élément. Puis, avec le recul, je me rends compte qu'un des éléments déclencheurs, c'est lorsque un de mes employés est parti, qui nous a quittés. Et je vais toujours me rappeler qu'est-ce qu'il m'a dit, parce que j'ai trouvé ça très choquant, et je cite, il m'a dit « Pablo, je me suis senti violé. » Wow! Et sur le coup, ça m'a complètement pris par surprise. Je me suis dit « Mais attends, j'ai minimisé. » J'ai voulu minimiser qu'est-ce qu'il me disait, parce que je dis « Mais voilà, violer, c'est très fort. C'est fort comme mot. Oui. Donc, j'ai voulu minimiser en me disant « Bon, il est jeune, il comprend pas la portée de ses mots. » Il était sous l'emprise, il était fâché, puis c'est sorti comme c'est sorti. Après coup, ça s'est bien fait en bon terme, puis on est resté en contact. Mais cette phrase-là a été le début d'une réflexion. Parce que, tout d'abord, comment tu peux violer un employé puis pas en être conscient? Oui. Comment peux-tu avoir ça chez vous? Puis pas le voir arriver, Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur ma capacité, comment ça je l'avais pas vu, comment ça je pouvais pas, j'étais pas conscient de ça, est-ce que je faisais de l'aveuglement volontaire, donc c'est vraiment ça qui a été le début d'une réflexion, et le début sans doute, le début de la fin, parce qu'en l'espace de quelques mois, l'atmosphère s'est détériorée au travail. Donc, d'une personne qui est partie, une deuxième est partie. Il faut savoir que moi, je m'occupais pas nécessairement des employés. Je m'occupais plus du day-to-day. Donc voilà, à chaque fois, c'était un choc. À chaque fois, c'était « Mais voyons donc, je comprends pas. »
Et là, l'atmosphère s'est détériorée. Bon, ben, moi, je le prenais sur moi. On était deux dans l'entreprise. Donc, je me disais, bon, ben, Pablo, il va falloir que tu travailles plus fort, il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qui arrive, il va falloir creuser. Quand tu dis deux, c'est toi et un partenaire, Oui, un associé. on était partenaires. OK. On était 50-50. On était. Oui. Donc, en voulant creuser, en voulant comprendre qu'est-ce qui arrivait, je me rendais compte que finalement, on était peut-être dans un milieu toxique, où il y avait quelque chose, je ne pouvais pas dire milieu toxique dans ce temps-là parce que je ne connaissais même pas le terme. Donc, mais il y avait quelque chose. Je ne pouvais pas mettre mon doigt dessus. Et par contre, côté business, malgré ces quelques départs, ça allait bien. On faisait nos trucs. Par contre, moi, en arrière, c'était toujours ça me chicotait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et dans le fond, il y a quelques mois plus tard, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Donc bon, des maux de ventre, je vais voir le médecin. Bon, t'es peut-être stressé. Voici des pilules. J'ai commencé à mal dormir. Donc, j'étais anxieux, j'avais beaucoup de réflexions. Puis en même temps, on était rendu 30 employés, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, je commençais à mal dormir. Je vais voir le médecin, il me dit, ben, écoute, t'es peut-être stressé, encore des pilules. J'ai commencé à grincer des dents, mes plombages tombaient. Je connais ça. Je suis allé voir le dentiste, hein? T'es peut-être stressé. Mon vitiligo a commencé à exploser, à se répandre à une vitesse. Vitiligo, Vitiligo, c'est un peu la maladie de Michael Jackson. OK. Donc, c'est le blanchiment de la peau. Donc, c'est une maladie, on ne connaît pas la source, mais c'est une maladie auto-immune. OK. Donc, peu à peu, tu perds la pigmentation sur ta peau. Et donc, ça s'est propagé. Je le voyais se développer plus vite. Je m'en vais voir la dermatologue. Tu es peut-être stressé. Donc, tout le monde me parlait de stress. Moi, je le sentais pas, je le voyais pas nécessairement. Et là, les symptômes physiques, j'ai commencé à faire place. Les symptômes physiques ont commencé à faire place à des symptômes mentaux. Donc là, je commençais à être anxieux, moi qui n'ai jamais été anxieux. Je commençais à douter de mes capacités à prendre des décisions. Et j'ai commencé à être très émotif. Donc, je commençais à pleurer pour tout et pour rien. Je pleurais dans le métro. Je pleurais même avant d'aller en réunion avec des clients. Puis, je comprenais pas qu'est-ce qui arrivait. Je me disais, mais voyons donc, c'est quoi tout ça? Et fin novembre d'il y a 2 ans, il y a 3 ans en fait, j'ai eu un symptôme vraiment très dérangeant, effrayant. J'ai eu un épisode de dépersonnalisation. Donc, c'est quoi la dépersonnalisation? C'est tout d'un coup, t'es étranger, ton corps est étranger à toi. Donc, tu te regardes dans le miroir, tu vois quelque chose, mais tu t'identifies pas à ça. Donc, c'est très, très effrayant parce que t'es comme enfermé dans quelque chose qui t'appartient pas. Là, j'ai paniqué. Je me rappelle, c'était 2 heures du matin, je me suis mis à crier, j'étais hystérique, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma femme qui essaie de me calmer. Et le lendemain, je m'en vais voir un spécialiste, puis il me dit, puis je décris les symptômes, puis le spécialiste, il me dit, t'as eu une crise de dépersonnalisation. Donc, et là, je me rappellerai toujours qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je sais pas qu'est-ce qui arrive dans ta vie présentement, Pablo, mais habituellement, ça, c'est un symptôme que ton corps, ta tête est en train de vouloir se protéger. C'est un mécanisme de défense. OK. Donc, qui va vivre des situations comme ça? C'est exemple des soldats qui sont torturés à cause de la douleur et tout. Mentalement, tu te dissocies du corps, tu te dissocies... il me dit, tu dois avoir beaucoup de douleur, tu dois avoir un gros stress. Et quand j'ai eu cet épisode-là, fin novembre, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Oui. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je savais qu'il fallait arrêter. Donc, 2 semaines plus tard, j'annonçais mon départ pendant un laps de temps inconnu, en me disant que, bon, peut-être j'avais besoin de repos, peut-être j'avais été dans l'excès, un burn-out. Je prends du repos.
janvier, février, je me rends compte que j'empire. Mon cas est en train d'empirer. Je commence à avoir des peurs. Je commence à avoir peur des gens. Je commence à avoir peur de prendre le métro. Je suis très, très anxieux. Et je comprends aussi que je dois consulter. Donc, début janvier, je consulte. Bon, le psychologue me dit, on va travailler sur toi, on va travailler sur ta confiance en toi et tout, pendant un mois. Et pendant ce mois-là, je me vois dépérir, puis je dépéris très rapidement. Là, c'est rendu que je peux plus sortir dehors parce que tout devient trigger. Je suis plus fonctionnel parce que je peux plus côtoyer des gens, je peux plus être à côté de gens parce que je me sens en danger. Mhm. Et voilà. Je vois qu'après un mois, ça va toujours pas. Je me dis, Même Pablo, avec l'aide du psychologue. même avec l'aide du psychologue, ça freine pas du tout, ça s'accélère. Et c'est là que je me dis, OK, je dois faire de quoi? Je décide de consulter un deuxième psychologue. Parce que dans ma tête, peut-être si j'en consulte deux, ça va aller 2 fois plus vite. Oui. Et je tombe sur cette psychologue qui, en l'espace d'une séance, me désamorce totalement. Donc, je lui décris tout ce qui m'arrive, puis tout d'un coup, elle m'arrête, puis elle me dit, mais Pablo, je pense que tu es dans une relation toxique avec ton partenaire. Puis je dis, une relation toxique. Elle me dit, ouais, je pense que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique. Puis je dis, mais c'est quoi ça, un pervers narcissique? Puis je connaissais pas ça. Je savais pas c'était quoi. Dans ma tête, c'est, je sais pas, moi, c'est un gars d'Hollywood qui paraît bien, qui manipule les gens. Elle me dit, oui, mais non. Donc oui, il y a le fameux pervers narcissique flamboyant, mais il y en a aussi d'autres types. Et bref, c'est là que je comprends que qu'est-ce qui est en train de m'arriver, Oui. c'est causé par toute cette relation toxique. C'est là que je comprends que je suis pas en train de devenir fou. Mais au fait, oui, j'étais en train de devenir fou, Oui. mais il y avait une cause derrière que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc, et suite à ça, bon, mais je commence à lire beaucoup sur le sujet. Je commence à lire aussi sur tout ce qui est relations toxiques parce que c'était un thème que je connaissais pas. Et je me rends compte que finalement, ben c'est ça. Je suis dans une relation où je me fais manipuler, j'en suis pas conscient. Et je l'avais vu initialement, j'avais vu quelques red flags. Comme une fois par année, j'étais en mode un peu dépressif. Mes batteries étaient complètement déchargées. Puis là encore, je mettais l'excuse que bon, ben, je me fais plus vieux, je travaille trop. Puis là, les épisodes étaient de plus en plus fréquents. Puis je voyais des fois des choses que j'aurais jamais acceptées auparavant. Parce que veux pas, dans un milieu de travail, tu travailles avec des humains, ils ont des opinions différentes, et c'est correct. Mais l'abus, un abus physique, bon, c'est évident ça, non, mais l'abus mental, ça, je le voyais pas. Et là, ça me faisait toujours revenir à mon employé qui m'avait dit, je me suis senti violé. C'était un peu comme ça aussi que moi, je me sentais. Wow. Quand j'ai vu l'ampleur des choses, j'ai dit, mais voyons donc, comment ça a pu m'arriver? Puis, et là, c'est très difficile parce que le monde alentour de toi ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Et ça, c'est en l'espace de quelques mois. Donc, le monde ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Ils ne comprennent pas l'ampleur du drame humain en arrière. Toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. C'est très difficile psychologiquement. Dans mon cas, en plus, j'étais un père de 3 enfants. Oui. Pas travailler. C'était la première fois de ma vie que je travaillais pas. Donc, il y a tout ce poids aussi, conscient ou inconscient, de tu dois fournir, tu as des enfants, tu peux pas te permettre, ressaisis-toi, tu es capable de... C'était comment la chimie, l'atmosphère à la maison, avec tout ce que tu vivais? J'ai été très chanceux parce que dans ma maison, j'avais aucun problème avec ma femme, j'avais aucun problème avec mes enfants. Donc, j'avais ça au moins qui me gardait groundé. Oui. Mais ta femme, elle a dû voir que... Et ma femme, elle voyait. Elle comprenait pas nécessairement non plus parce que moi aussi, je voulais pas nécessairement parler de tout ça ou...
Et ça, c'est un truc qui est très difficile quand tu as des problèmes mentaux, c'est que tu en parles avec qui? C'est un sujet lourd. Tu sais, c'est comme la mort, les gens ne veulent pas parler de ça. C'est pas comme, mais viens, on va parler de... Ça intéresse pas les gens, et ça les repousse à la limite. Oui. Et toi, tu veux pas être lourd non plus, donc tu te filtres. Je suis un homme, tu parles avec tes amis, les gars veulent pas parler de ça. Et en plus, bon, je dis toujours à la blague, avant, j'avais 3 émotions. J'étais content, triste ou fâché. Donc voilà, j'étais un peu abruti, j'étais un peu... t'apprends pas à connaître tes émotions à l'école, t'apprends pas... tu l'apprends à la dure. Et donc, à la maison, j'ai été chanceux d'avoir une femme très conciliante, une femme très apaisante, qui, pendant tout le long de l'aventure, elle m'a appuyé, puis elle était là. Puis je me rappelle des fois que je lui racontais, puis j'étais comme une machine sans fin qui parlait, puis elle toujours calme, toujours souriante. Donc, ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'elle aussi, elle voit quelque chose, elle comprend pas. Je reste à la maison, évaché, si je peux m'exprimer ainsi, pendant toute la journée. J'ai plus rien qui m'intéresse. Donc, ça a été un processus très, très long. J'ai été chanceux parce que j'ai été chercher de l'aide rapidement. J'ai été chanceux parce que le sujet m'intéressait tellement que je me suis même inscrit à l'université en psychologie pour comprendre qu'est-ce qui arrivait. J'ai été chanceux parce que dans ce drame-là, c'était un divorce professionnel. Mais mes enfants sont là, ma maison est là. J'ose même pas maintenant imaginer les gens qui passent par un divorce où là, c'est la maison, les enfants, la famille, bien souvent le travail qui prend le bord. Épouvantable. Épouvantable. Le stress, l'anxiété, chapeau, moi, à ces gens-là. Beaucoup de courage. Est-ce que tes enfants t'ont posé des questions à savoir qu'est-ce qui se passait en toi? Ou bien avec le travail, est-ce qu'ils t'ont posé? Mes enfants, je pense qu'ils étaient trop jeunes Okay. dans ce temps-là. Ils avaient 3, 5 et 7 ans. Okay. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas nécessairement conscients. Moi, je les amenais au travail le matin. Je les ramenais au travail. Au travail? À l'école. Okay, oui. À l'école. Donc, je pense pas qu'ils étaient conscients. Et tant mieux. Oui. Tant mieux parce que je sais pas l'image que ça pourrait porter. Puis c'est pas nécessairement une image que je veux pas voir que papa pleure ou du tout. OK. Parce que depuis que tout ça est arrivé, j'ai une très grande émotivité. Je pleure facilement, puis j'ai pas de problème à le cacher. Et puis je ne le cache pas parce que voilà, c'est qui je suis maintenant. C'est ça. Et donc, pour répondre à la question, non, je pense pas que les enfants ont été conscients de qu'est-ce qui est arrivé. OK. Est-ce que un jour tu veux leur expliquer ou leur partager ton... Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les relations toxiques, c'est qu'il faut un émetteur et un récepteur. Oui. Donc, quelqu'un qui est toxique pour moi n'est pas nécessairement toxique pour un autre. C'est vrai. Parce qu'il faut... Et je pense que le plus gros du travail, c'est de comprendre pourquoi tu as laissé quelqu'un comme ça te rentrer dedans. Donc, et ça demande beaucoup de travail, d'introspection. Pourquoi tu vas laisser quelqu'un te dénigrer? Pourquoi tu vas laisser quelqu'un te rabaisser? Pourquoi tu as besoin de plaire aux gens? Pourquoi tu as besoin de te sentir aimé? Pourquoi tu veux te valoriser à travers les yeux des autres? Donc, c'est toutes ces questions-là qui finissent par, moi dans mon cas, me faire cheminer et prendre conscience de qui j'étais. Donc, j'étais quelqu'un de codépendant, effectivement. C'est prendre conscience des traumas quand tu étais jeune qui font qu'aujourd'hui, t'as ces faiblesses-là émotionnelles, psychologiques et mentales. Donc, qu'est-ce que je voudrais que les enfants retiennent, ou enfin, qu'est-ce que je vois maintenant, c'est que mes enfants, en partie, ont aussi ma personnalité. Donc, je travaille avec eux, je leur fais comprendre l'inventaire des émotions. Je leur fais comprendre quand ils sentent une émotion d'arriver à l'exprimer. Le monde est fait de différentes personnes, puis quoi que tu fasses dans la vie, que tu sois le meilleur, il
va toujours avoir quelqu'un qui va te dénigrer. Il va toujours avoir quelqu'un qui va te rabaisser, qui va pas t'aimer. Oui. Et c'est correct. Et que tu dis c'est correct, mais est-ce que tu leur montres, j'imagine, comment s'en sortir? Exactement. Ça? OK. Donc, au lieu où, moi, quand je me rappelle, quand j'étais petit puis quelqu'un m'aimait pas, ça me mettait à l'envers. Mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas les outils, j'avais pas... Donc, j'essaye au moins que mes enfants, émotionnellement et mentalement, soient plus solides, soient plus... Et des relations toxiques, c'est partout. Oui. C'est partout. Maintenant, avec le recul, moi, je me rends compte que, en tout cas, dans ma compagnie, beaucoup de performance, beaucoup d'excellence, ça amène des comportements destructeurs. Est-ce que tu croyais déjà à la psychologie, le coaching? Est-ce que c'était quelque chose que, dans ton parcours de vie, tu croyais, ou pour toi, c'était comme aller voir le psychologue, c'est, comment on dit ça? C'est comme t'es fou, donc vaut mieux, c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Parce que tantôt, tu as dit, j'ai été demander de l'aide rapidement. Ouais. Dans mon cas, je sais que un psychologue, ça n'a jamais été pour moi une porte. Je sais que beaucoup de gars s'ils pensent qu'ils sont fous s'ils vont voir un psychologue, ou peut-être beaucoup de gens pensent que... pour moi, non. Un psychologue, c'est comme un chiro, c'est comme... C'est bon. Donc, j'avais aussi une certaine aisance avec tout ça. Donc, ça m'a permis peut-être de freiner plus rapidement tout ce qui m'arrivait. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de... Puis, il y a un gros tabou, là encore, beaucoup avec les hommes, d'aller voir un psychologue. Mais c'est quelque chose que... Au fait, c'est quelque chose que si j'avais le pouvoir, ça serait mandatory, ça serait obligatoire à tout le monde. Autant tu fais un check-up par année, autant tu fais un check-up avec le psychologue une fois par année, te remettre à jour, comprendre ton évolution. Tellement d'accord avec toi, ça n'a pas de sens. Maintenant, dernière question, puisque le temps file et c'est fou, trop rapidement, j'aimerais te demander, avec tout ce que tu viens de nous partager, qui est le Pablo Pardo d'aujourd'hui? Je te dirais que je suis... le mot qui me revient souvent, c'est authentique. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus authentique envers moi-même, envers les autres. Donc, j'ai plus besoin de jouer un personnage, j'ai plus besoin de... J'exprime qui je suis. T'aimes pas. C'est... Les émotions évoluées. Les émotions évoluées. Maintenant, j'en ai plus trois, j'en ai tout un éventail d'émotions. C'est bon. Donc, et je te dirais que je suis beaucoup plus content, beaucoup plus en paix maintenant. Et je pense que pour moi, c'est ça l'important, c'est les gens cherchent le bonheur, moi je cherche la paix. Être calme. Je comprends aussi que tout ce qui est arrivé, c'est toute une vie à reconstruire différemment. Donc, ça prend du temps et ça prendra le temps que ça prendra. Et maintenant, c'est un peu mon devoir d'éduquer les gens, d'aider ces gens-là, justement. Donc, je m'implique à travers différentes associations. Comme Justement les victimes de pervers narcissiques. Puis, je vous encourage à aller voir pncanada.org. Donc, perversnarcissiquecanada.org. Les soins palliatifs aussi. Donc voilà, ça fait de moi peut-être une personne plus humaine maintenant. Oui. Plus humaine. Je sais que, bon, pour ma part, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, je te dirais que ce que je vois comme transformation est magnifique. Et je dis pas ça seulement parce qu'on est à la télévision, puis bon, à l'émission et tout ça. C'est vraiment de voir comme un homme d'affaires qui, aujourd'hui, je crois que tu es encore entrepreneur. Toutefois, c'est juste d'avoir cette perspective qui est différente, qui est grandiose, qui est d'être soi-même. Parce que souvent, c'est dans tout ce qui est entrepreneuriat, on cherche tout le temps à se dépasser, une performance, ce qui n'est pas mauvaise quand elle est bien équilibrée. Mais c'est rare qu'on est équilibré dans ça. On est dans un monde très déséquilibré. Effectivement. Tout va vite, tout se fait. On est dans une société d'excellence. Oui. Excellence ou bien
Il y a un autre mot, c'est de perfectionnement. Moi, j'appelle ça une société d'élitisme. Oui. Les élites. Il Oui. faut qu'il y ait des élites, il faut Oui. être bon à l'école. Oui. Il faut être bon à l'école pour avoir un bon emploi. Il faut avoir un bon emploi pour... faut travailler fort pour une promotion, puis on est toujours en train de courir, puis next, check. Donc... Au détriment des relations, de la santé physique, santé mentale, famille, les objectifs internes. Ah, au détriment de... Du tout. Et après, on se demande pourquoi ça va mal. Et... Tu fais tout ça au détriment de tout ça. Exact. Au fait, c'est... Et je pense que la maladie mentale, ou enfin, va exploser au courant des prochaines années. Oui. Parce que le monde ne va pas bien, on manque de vrai, on manque d'authenticité, on manque de contact humain. Mm-hmm. Le hamster qui tourne, puis qui tourne toujours plus vite. L'ego. Ouais, l'ego. Ça, c'est un autre sujet. Je t'invite pour une deuxième partie, c'est certain, là-dessus. Ah, l'ego, c'est... mais voilà, c'est... Je veux te remercier, Pablo. Merci d'avoir créé la voie, surtout d'avoir exposé tes défis, tes enjeux pour les autres hommes. Souvent, les hommes ne parlent pas beaucoup, n'exposent pas leurs défis, comme tu l'as dit tantôt. Et je pense que c'est ce qui amène souvent au suicide, qui est plus grand chez les hommes. Ouais. Donc, merci énormément. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, je voulais... Écoute, un grand plaisir que tu me reçoives, un grand plaisir de partager avec vous tous. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de vous. Soyez indulgents envers vous-même. Ayez beaucoup d'amour envers vous et envers les autres. Oui, merci. Et la prochaine fois, on verra si on peut inviter ton épouse pour avoir la perspective de la femme qui est présente, qui est douce, à l'écoute, qui te permet de pouvoir vivre et de t'en sortir. Ça, on n'en parle pas souvent non plus. Et je pense que c'est ce qui t'a rendu fort aujourd'hui. Comme tu as dit, la maison, c'était ton lieu de sécurité. Sinon, ça aurait pu être autre chose qui t'attendait dans le parcours. Je suis pas sûr que je serais aujourd'hui ici avec vous si j'avais pas cette solidité avec ma femme puis mes enfants. Wow. Donc, merci à elle. Merci à elle. Oui. Merci, Pablo. Bien, merci. Alors, j'espère que vous êtes aussi inspirés que moi. Je vous remercie d'avoir été présent pour l'émission aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, à la prochaine. Merci.